avez-vous envie demain d'hériter d'un monde comme celui-là, c'est-à-dire d'un monde où il y a 15 millions de gens qui meurent de faim par an, plus à peu près 2 milliards de personnes qui cherchent à quatre pattes de la nourriture? En 1985, il y a un chanteur français qui s'assoit sur un plateau télé et en l'espace de quelques minutes, il détruit méthodiquement tout le concept de la charité humanitaire occidentale. Ouais, il déconstruit tout, quoi. Sans aucun filtre. Exactement. Il veut pas de larmes, il refuse carrément l'étiquette de héros et il va jusqu'à utiliser un argument d'un cynisme économique absolu pour justifier l'aide au tiers-monde. C'est une vraie déflagration intellectuelle. Et ça, en direct, à 1 heure de grande écoute. C'est ouf. Aujourd'hui, on est en mars 2026 et notre mission, c'est de plonger tête la première dans cette archive télévisuelle hallucinante de l'hiver 1985-1986. C'est une interview de Daniel Balavoine. Et le but de notre session d'analyse aujourd'hui, c'est pas du tout de retracer sa carrière musicale, on est d'accord? Ah non, pas du tout. On va vraiment décortiquer une vision géopolitique d'une lucidité féroce. Un truc qui prend le contre-pied total de son époque. Le cadre de cette archive est déjà une anomalie en soi. On se retrouve dans une émission de divertissement super classique des années 80. Ouais, avec le décor qui imite une brasserie parisienne, l'animateur qui l'invite joyeusement à le rejoindre au bar sous un tonnerre d'applaudissements. L'ambiance bien lourde, quoi. Grave. On le présente de manière hyper légère. Genre, c'est le chanteur à succès, le passionné de voiture, le mec qui fait aussi un peu de tennis et de golf. Tout est calibré pour une discussion mondaine, un exercice de promo bien poli, où l'artiste vient juste sourire à son public. Sauf que, en quelques secondes, le vernis de ce divertissement ultra confortable va littéralement voler en éclats. Ok, décortiquons ça. Parce que le point de départ de cette réflexion, ça vient pas d'un essai politique ou d'un séminaire d'économie. Non, ça part d'un truc très concret. Tout part d'une expérience physique brutale en fait, sa participation au rallye Paris-Dakar. L'animateur lance le sujet vu que Balavoine l'a couru 2 fois. Et d'ailleurs, la définition qu'il donne de sa propre performance est assez lunaire pour un compétiteur. Mais carrément. Quand on lui demande s'il a gagné, il répond juste que la première fois, ça a été une galère innommable de 5 jours avant d'abandonner. Et que la deuxième fois, il est arrivé au bout. Et pour lui, c'est ça sa victoire. C'est fascinant. C'est un peu comme s'il voyait ça non pas comme une compétition sportive pure, mais comme une course d'endurance existentielle. C'est exactement ça. Ce premier échange pose tout de suite le personnage. Pour lui, le Paris-Dakar, c'est une épreuve de survie avant tout. Et le véritable choc n'est pas mécanique, il est humain. Ouais, parce que la vraie rupture s'opère quand il annonce qu'il participera pas à l'édition de cette année-là. Et il invoque même pas un problème de moteur ou de sponsor. Pas du tout. L'expérience de la piste a provoqué un vrai choc cognitif chez lui. Traverser le continent africain à toute vitesse dans un 4x4 surpuissant, tout en frôlant une pauvreté absolue, ça devient juste insoutenable. Voilà, ça cesse d'être un défi sportif pour devenir une confrontation humaine impossible à ignorer. Attends, si je comprends bien l'enchaînement de ses pensées, il passe du statut de pilote de rallye à celui de militant humanitaire, à cause d'un sentiment très précis. Le remords. Oui, il utilise vraiment ce mot, le remords. Il confesse avoir ressenti de profonds remords lors d'une année précédente, où il n'avait pas pris le départ. Et c'est un terme super lourd, le remords. Ça sous-entend une vraie culpabilité. Le sentiment d'avoir failli à un devoir, ouais. Le désert, c'est plus du tout un bac à sable pour Occidentaux en quête de sensations fortes. C'est devenu le lieu d'une urgence vitale. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique de cette prise de conscience. Le remords naît de l'inaction. De l'inaction, ouais. Le contact avec la réalité de la poussière, de la chaleur et surtout des populations locales, ça l'a transformé. Il a compris que traverser ces pays en simple observateur, c'était plus éthiquement tenable. Et c'est ce qui l'amène à révéler son vrai projet. Il retourne pas en Afrique pour faire la course, mais pour installer des pompes à eau. Exactement. Et il cible des zones très précises, vraiment le cœur de la sécheresse au Sahel, le Niger, le Mali, la Mauritanie. C'est une transition vertigineuse quand même. Mais c'est précisément là qu'il opère une rupture totale avec la tendance de son époque. On est au milieu des années 80. La grande mode, c'est la charité spectaculaire. La star qui distribue des sacs de riz devant les caméras pour bien montrer son grand cœur. Et sur le plateau, l'animateur essaie totalement de le faire entrer dans ce moule. Il essaie de sublimer son action, de lui coller l'étiquette du sauveur héroïque. Et Balavoine détruit cette tentative d'un revers de main catégorique. Ouais, il refuse le piédestal avec une fermeté déconcertante. Ces mots sont d'une simplicité désarmante en fait. Il affirme qu'il n'y a absolument aucun héroïsme dans sa démarche. Et il va jusqu'à dire que c'est, je cite, « assez facile de s'en occuper et que ça représente pas un gros sacrifice ».
Et cette posture, elle est fondamentalement subversive. En refusant le statut de héros, il dépouille l'acte humanitaire de son aspect exceptionnel. C'est fort, parce que si c'est pas héroïque, ça veut dire que c'est un simple devoir civique global. C'est à la portée de tous. Et du coup, l'inaction générale devient complètement injustifiable. Et ce refus de l'héroïsme, ça l'amène à formuler une critique féroce du système de la charité traditionnelle. Ouais, il fait une analyse psychologique hyper fine de ce qu'on appelle aujourd'hui la fatigue compassionnelle. Il met le doigt sur une vérité hyper inconfortable, tu vois. Est-ce que les grandes campagnes de dons traditionnelles servent pas surtout à soulager la conscience des pays riches ? C'est la question qui fâche. Il explique que les appels aux dons constants, ça finit par provoquer de l'agacement chez les gens ici. On a tous ressenti ça un jour devant une publicité hyper culpabilisante à la télé, quoi. Sauf qu'il ne s'arrête pas au malaise occidental. Il retourne carrément le miroir vers les bénéficiaires. Et c'est le cœur de sa démonstration. Au-delà de l'agacement des donateurs, il pointe la violence symbolique subie par ceux qui reçoivent. La charité classique, celle qui consiste juste à envoyer des vivres en urgence, ça maintient une asymétrie totale. Ça manque de dignité pour les populations locales, en fait. Celui qui donne s'achète une bonne conscience, et celui qui reçoit est maintenu dans une position d'infériorité, dans l'attente passive du prochain don. C'est exactement ça. C'est un pansement temporaire sur une hémorragie structurelle. Donc, si je résume sa pensée, l'aide d'urgence soulage peut-être l'estomac pour quelques jours, mais elle détruit l'amour-propre et elle maintient la dépendance. Et c'est précisément pour ça qu'il choisit les pompes à eau. C'est pas un choix logistique fait au hasard. L'installation d'une pompe à eau, c'est vraiment l'antithèse absolue de la charité larmoyante. Une pompe à eau, c'est une infrastructure. C'est le contrôle retrouvé sur la ressource la plus vitale qui soit. Mécaniquement, ça permet de relancer l'agriculture locale, d'améliorer la santé publique et in fine de restaurer l'autonomie d'un village. Balavoine, il veut pas nourrir l'Afrique. Il veut fournir les outils matériels pour que l'Afrique se nourrisse elle-même. Il remplace la compassion infantilisante par de l'action structurelle. C'est brillant sur le papier. Le diagnostic est implacable ? Mais ça pose un problème stratégique majeur. Bah oui. Si la charité classique provoque le rejet et l'agacement des adultes et que les grands discours humanistes marchent plus, comment tu trouves l'énergie et les fonds pour financer ces changements structurels ? Puisque les adultes semblent immunisés contre la compassion, vers qui se tourner ? Vers la jeunesse. Exactement. Et la réponse se trouve dans l'initiative qui vient présenter ce jour-là. Un mouvement qui s'appelle Action École. C'est un collectif qui rassemble des énormes figures du paysage culturel français de l'époque. Ouais, des noms comme Michel Berger, France Gall, Carole Bouquet, Richard Berry ou Gérard Manset. Il explique que cette démarche s'inspire de la dynamique de mouvements anglo-saxons comme le Band Aid de Bob Geldof ou School Aid. Mais l'approche de Balavoine, elle se distingue vraiment par son ambition intellectuelle. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il veut pas juste collecter des pièces jaunes dans les cours de récréation. Non, il parle ouvertement de développement des mentalités. Il admet lui-même, avec un petit sourire lucide d'ailleurs, que l'expression peut paraître hyper pompeuse, mais la logique derrière est d'une grande rigueur. C'est une histoire de réceptivité. Ouais. Si on prend une analogie un peu moderne, l'esprit humain, c'est comme un système informatique. Balavoine fait le constat terrible que l'esprit des adultes est un disque dur saturé. L'archive le montre super clairement. Il juge que les adultes ont l'esprit un peu bloqué, qui sont pas faciles à modeler. Le cynisme, les habitudes, la résignation, tout ça a érigé un pare-feu infranchissable. Tenter de leur faire adopter un nouveau logiciel de solidarité mondiale, c'est une perte d'énergie. En revanche, les enfants, ce sont des systèmes ouverts. Le cynisme viennent corromper l'information. Mais ce qui est sidérant dans cette démarche, c'est la méthode qu'il emploie. Quand on s'adresse à des enfants sur des sujets graves, la tendance naturelle, c'est d'édulcorer, d'utiliser des petites métaphores douces pour les préserver. Bah oui, on essaye de pas les traumatiser, quoi. Balavoine, il fait exactement l'inverse. Il y a une absence totale de condescendance. Il leur livre des statistiques brutes d'une violence inouïe. Il leur balance un truc du genre avez-vous envie demain d'hériter d'un monde comme celui-là ? C'est ça. Si on relie ça à la situation globale, les chiffres qu'il donne visent vraiment à créer un électrochoc. Il décrit un monde où 15 millions de personnes meurent chaque année et où près de 2 milliards d'individus cherchent à quatre pattes de la nourriture. C'est glaçant. Imposer de telles images à des gamins qui sont à l'école, ça n'a rien d'anodin. C'est une vraie stratégie de rupture. Ils sollicitent pas leur pitié pour des pauvres gens au loin, ils les confrontent à la réalité cauchemardesque du monde dont ils vont bientôt hériter.
c'est une lourdeur écrasante, littéralement. Il est littéralement en train de dire à des enfants Votre monde s'effondre. « Ouais, le monde s'effondre, vos parents s'en foutent, donc c'est à vous de gérer. » C'est plus une leçon de morale civique, c'est une responsabilisation presque brutale. Il prévient que ce chaos ne fera qu'empirer, en plus. Il les traite comme les seuls futurs adultes capables de comprendre l'urgence absolue de la situation. Et c'est justement cette urgence qui l'amène à déployer l'argument le plus clivant et le plus inattendu de toute l'interview. Oh oui. Jusqu'ici, on pourrait penser qu'il s'inscrit malgré tout dans une forme de grand humanisme, même si sa méthode est ultra cash. Mais la justification finale qu'il apporte à son engagement dépasse totalement le cadre moral ou humaniste. Il va utiliser un levier de persuasion, d'un pragmatisme glacial, une vérité que les hommes politiques taisent sciemment selon lui parce que ça ne les arrange pas. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Voici comment il formule cet argument choc sur le plateau. Il affirme qu'il est indispensable d'expliquer aux jeunes générations que la survie des pays riches dépend intrinsèquement de la survie du tiers-monde. Et la raison qu'il donne, elle est terrible. Si les populations des pays pauvres disparaissent, il n'y aura plus personne pour acheter la production de nos pays industrialisés. La phrase tombe comme un coup près sur le plateau. C'est une bascule idéologique complète. Mais il faut qu'on s'arrête là-dessus, parce que c'est profondément perturbant. N'est-ce pas le sommet du cynisme ? C'est super cru. Utiliser l'argument du carnet de commandes et des parts de marché pour justifier qu'on doive sauver des vies humaines. On réduit des millions d'individus en situation de famine à une simple masse de consommateurs potentiels. Et Balavoine a d'ailleurs totalement conscience du malaise qu'il crée. Oui, puisqu'il ajoute dans la foulée que c'est, je cite, « aussi vulgaire que ça ». Entendre un artiste engagé adopter le langage froid et mercantile du néolibéralisme pour justifier l'aide humanitaire, ça fait presque un court-circuit mental. C'est clair. Ça soulève une question hyper importante sur l'efficacité de l'engagement militant, en fait. Ce que tu pointes du doigt comme un cynisme dérangeant, c'est en réalité l'outil de persuasion ultime. Pourquoi il utilise ce mot « vulgaire » ? Parce qu'il sait que la morale humaniste a échoué. Ouais, l'empathie, c'est une ressource épuisable. Exactement. Les larmes sèchent, les gens s'habituent super vite à la misère diffusée au journal de 20 heures. En revanche, l'instinct de survie économique, ça s'affaiblit jamais. Il fait complètement sauter le masque des bonnes intentions. Il a pigé que l'altruisme pur ne mettra jamais en mouvement les gros rouages politiques et économiques à l'échelle mondiale. Pour forcer les puissances occidentales à agir, il faut menacer leur propre confort matériel. C'est brillant. C'est une sorte de cheval de Troie intellectuel, quoi. Utiliser la cupidité des pays riches pour financer la survie des pays pauvres. La stratégie est d'une efficacité redoutable. En dépouillant l'action internationale de son petit panache romantique, il démontre une interdépendance vitale indéniable. Et l'avertissement qui clôture son raisonnement est très clair. Si ce déséquilibre absolu persiste, il y aura un retour de manivelle. Et ce choc en retour sera d'une sévérité implacable pour nos sociétés. Le retour de manivelle. C'est presque ironique d'utiliser une métaphore liée à la mécanique automobile quand on sait que sa réflexion part d'un rallye. C'est vrai, c'est bien vu. Ce qu'il pose là, devant les caméras d'une émission de divertissement, c'est le concept même de la bombe à retardement systémique. L'injustice, c'est pas seulement un problème moral à regarder de loin, avec pitié. Non, c'est une faille tectonique. Une faille qui finira par engloutir les pays riches, aussi barricadés soient-ils derrière leurs frontières. Il substitue l'héroïsme au profit d'une qualité bien plus tranchante, la lucidité de comprendre que la chute d'une moitié du monde entraînera irrémédiablement l'effondrement de l'autre. C'est un renversement complet de perspective. L'aide n'est plus un acte de générosité condescendant dispensé par un Occident supérieur, elle devient une police d'assurance vitale pour la survie du système global. Le parcours intellectuel qui est synthétisé dans cette petite archive est colossal quand on y pense. C'est d'une densité folle. Si on retrace le fil, tout commence par un choc émotionnel personnel sur la piste d'un rallye africain. Ce remords viscéral se transforme en un rejet méthodique de la charité d'urgence qui est jugée humiliante et au fond inutile. Cette critique, elle aboutit à la nécessité d'une aide purement structurelle, symbolisée par cette fameuse pompe à eau. Et face au mur du cynisme adulte, l'action se réoriente vers les enfants pour forcer un développement des mentalités, sans rien leur cacher de l'abîme qui les attend, de manière super frontale. Et toute cette architecture repose sur un fondement inébranlable, cette interdépendance économique vulgaire, mais qui est la seule garante d'une survie mutuelle. On se trouve vraiment face à une pensée systémique, livrée sans aucun filtre, sur une chaîne grand public en 1985. C'est ouf! C'est pas de l'utopie bien pensante, c'est le décryptage d'une anatomie de survie collective. Et c'est ce qui rend cette archive si vibrante aujourd'hui, en fait.
Elle pulvérise totalement l'image d'Épinal, de l'artiste engagé qui se contente de chanter l'amour et la paix. C'est clair, c'est une mécanique de réflexion d'une précision chirurgicale. Et ce qui doit véritablement prolonger notre réflexion au-delà de cette archive, c'est un constat assez dérangeant sur notre époque actuelle. C'est-à-dire ? Si dès le milieu des années 80, un mec du showbiz pouvait articuler publiquement et avec une telle limpidité que la fracture mondiale est une menace économique directe pour les pays riches, Pourquoi on en est toujours au même point aujourd'hui ? exactement. Comment expliquer qu'en 2026, l'aide internationale soit encore si massivement traitée, par les médias comme par les politiques d'ailleurs, sous l'angle exclusif de la pitié et de l'émotion compassionnelle ? C'est une excellente question. Pourquoi refusons-nous toujours d'accepter cette vérité vulgaire de notre propre vulnérabilité face à l'effondrement des autres ? C'est une question qui résonne comme un gros défi lancé à nos certitudes contemporaines. Ce retour dans les archives de 1985 laisse une empreinte super durable, bien au-delà du simple souvenir d'un plateau télé aux couleurs saturées. C'est sûr que ça fait réfléchir. C'était vraiment un plaisir de déconstruire cette pensée visionnaire aujourd'hui. L'essentiel, c'est de continuer à creuser derrière le vernis des évidences, à chercher les mécanismes profonds qui régissent nos sociétés et surtout à refuser les réponses faciles. À très vite pour une nouvelle analyse de nos sources. Avez-vous envie demain d'hériter d'un monde comme celui-là, c'est-à-dire d'un monde où il y a 15 millions de gens qui meurent de faim par an, plus à peu près 2 milliards de personnes qui cherchent à quatre pattes de la nourriture ?